Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du régime juridique des îles et rochers conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Les îles Senkaku, les îles Spratly. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces îles qui font l'objet de conflits de revendications entre États alors qu'elles sont désertes. Mais voici une des conséquences de l'adage « la terre domine la mer ». Ces petits bouts de terre peuvent-ils permettre de revendiquer des espaces maritimes toujours plus étendus? La définition d'une île, au sens de la Convention de Montego Bay, est donnée à l'article 121, paragraphe 1er de cette dernière. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute. Cette définition se veut limitative afin de ne pas être élargie aux rochers, comme le souligne le paragraphe 3 du même article, qui prévoit que les rochers ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre, n'ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental. On retiendra donc comme critère dans la définition d'une île un critère géologique, une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute, et un critère anthropique défini à contrario en utilisant la définition de rocher qui se prête à l'habitation humaine ou à une vie économique propre. Les îles permettent à l'État côtier d'étendre son espace maritime, puisque la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d'une île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires terrestres. Les îles sont ainsi à différencier des rochers ainsi que des îles artificielles, installations et ouvrages. En application de l'article 121 de la Convention, les rochers, ces masses de pierre dépourvues de végétation, et plus particulièrement qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre, bénéficient d'une mer territoriale, mais pas de zone économique exclusive ni de plateau continental, contrairement aux îles, comme nous venons de le voir. Cela attise l'intérêt des États pour revendiquer le statut d'île sur des bouts de terres émergés, afin d'étendre leurs prétentions territoriales. On peut par exemple citer les revendications colombiennes sur les îlots de Roncador et de Provencia, et des écueils de Quitasueno et de Serrana. Par ailleurs, certains États voisins de la Chine, comme le Vietnam, interprètent l'article 121 de façon à ce que les îles des Spratly et les îles Paracel soient des rochers et non des îles, afin de ne pas donner à la Chine le droit de revendiquer une zone économique exclusive ni un plateau continental. Cette interprétation a été validée par la Cour permanente d'arbitrage en 2016. L'atoll d'Okinorishima au Japon, l'atoll de Clipperton dans le Pacifique Nord et l'île d'Aves au Venezuela entrent dans la définition d'une île conformément à la Convention. Rockall, situé au large de l'Irlande et l'Écosse, entre quant à lui dans la définition d'un rocher. Enfin, concernant les îles artificielles, l'article 60, paragraphe 8, spécifie que les îles artificielles, installations et ouvrages n'ont pas le statut d'île. Ils n'ont pas de mer territoriale. La présence d'îles ou d'îlots situés proches d'un continent est également prise en compte dans les délimitations comme circonstance pertinente pour employer l'équidistance aménagée. Ainsi, par exemple, les îles Sorlingues ont influencé sur le tracé du plateau continental de la mer d'Iroise, pareil entre la Tunisie et la Libye, ainsi qu'en mer Rouge entre le Yémen et l'Érythrée, avec l'intégration des îles Dahlak dans les eaux intérieures de l'Érythrée. Enfin, le grand défi des îles au XXIe siècle est sans doute la montée des eaux en raison du réchauffement climatique qui ne cesse de s'accélérer, souvent plus rapidement que ce que les pronostics établissaient. Les îles, comme les littoraux des continents, sont menacées de disparaître comme le Tuvalu par exemple. Le 21 mai 2024, le Tribunal international du droit de la mer a rendu un avis consultatif dans le cadre des questions soumises pour avis par la Commission des petits États insulaires qui indique que les États ont l'obligation de protéger le milieu marin des impacts du changement climatique et de l'acidification des océans. Cet avis, bien qu'il n'ait pas force obligatoire, est historique en tant qu'il reconnaît notamment que les émissions de gaz à effet de serre sont comptabilisées comme de la pollution marine, rendant les États émetteurs légalement responsables de ces dernières.
La lutte contre le réchauffement climatique est essentielle car elle entraîne des dommages humains et financiers en raison des catastrophes naturelles ainsi que des migrations climatiques. Les îles sont ainsi au cœur de nombreux enjeux, tant de prétentions territoriales que des défis actuels liés à la montée des eaux et au réchauffement climatique. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.